Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes avec le général Gomard. Bonsoir mon général. Bonsoir. Vous avez dirigé le renseignement militaire français. Vos explications, votre regard sur ce qui est en train de se passer, ce grand branle-bas de combat européen après les déclarations du président de la République. Union pour les munitions, désunion en revanche sur l'hypothèse des troupes au sol. On va entendre la mise en garde extrêmement sévère de la part de l'Italie qui parle d'un risque de troisième guerre mondiale si, on le cite, nous entrions en Ukraine. Écoutez d'abord la manière de répondre de Moscou à Paris. Paris a parlé d'adversaire, Moscou reprend le même mot. Écoutez, en quels termes? Il ne fait aucun doute que nous avons lu les déclarations de M. Macron. Le fait que la Russie soit un adversaire pour la France, oui, c'est absolument clair. Parce que la France est déjà impliquée dans la guerre en Ukraine. En fait, elle participe indirectement à cette guerre. Et à en juger par les déclarations du président, il n'est pas opposé à augmenter son niveau d'implication. Christophe Gomard, les mots sont très pesés, n'est-ce pas? On a entendu hier Emmanuel Macron peser les mots, adversaire mais pas ennemi, ou en tout cas pas encore. Moscou tient le même mot. Oui, en fait, il fait une analyse la plus exacte possible du discours d'Emmanuel Macron. Preuve que le message a été bien entendu en réalité. Et donc, on est adversaire et qu'il s'attendait à une application plus avancée ou plus grande ou plus forte de la France. Pour l'instant, à quel seuil est-on? Il y a toujours des relations diplomatiques. Sur notre antenne, il y a quelques jours, Kasparov disait, mais au moins rappelez les ambassadeurs français. On voit qu'il y a, avant, une guerre éventuelle, beaucoup de stades. Oui, et puis je ne suis pas certain. Rappeler les ambassadeurs, en fait, on a toujours besoin de canaux de dialogue en réalité. C'est-à-dire que oui, c'est une mesure forte en effet. Il y a sans doute d'autres mesures. On voit bien derrière ça que la première des mesures dont ont besoin les Ukrainiens en réalité, c'est l'augmentation du nombre de munitions, l'augmentation du nombre de matériel en réalité. C'est ça leur première demande de mon point de vue. Vladimir Poutine est à un moment très important. Ce week-end, c'est le vote, un vote dans des conditions anormales puisqu'il n'y a pas de compétition libre. Donc, il sera réélu très largement. Quelle sera la valeur de ce vote? En tout cas, la contestation interne existe. On va voir quelques images qui en témoignent, même si ce sont des images relativement marginales, des bureaux de vote qui ont été incendiés. Il y a l'image d'une urne avec une militante qui déverse de l'encre pour que les bulletins de vote n'aient pas de valeur. Alors, il y a ici un cocktail Molotov. On voit qu'à l'intérieur de la Russie, il y a quand même des mouvements. Sous la croûte, ça bouge. Oui, il y a des mouvements de contestation indéniablement. Est-ce que ça sera suffisant pour faire bouger ou reculer Vladimir Poutine? Je n'en suis pas certain. Je pense que la Russie est habituée à ça. Maintenant, plus le nombre de cas augmente, plus effectivement on sent la contestation se renforcer. Mais je pense que le retour de bâton sera assez sévère de la part d'un Poutine. Et je trouve que ces gens extrêmement courageux, en effet, de contester ces élections par des moyens très visibles et très efficaces, en particulier lorsqu'on voit ces bulletins de vote, effectivement, qui ne sont pas utilisables, même s'ils devaient raconter à peu près la même chose. On entendra dans quelques instants Mikhail Khodorkovsky, opposant historique à Vladimir Poutine, qui a été vraiment cassé par lui, qui a pu s'exiler. Il dit, on est dans un moment avant des purges. Ils sont en train, tous ceux qui s'opposent, reconnaissance faciale. Là, par exemple, tous ces gens-là, ils sont évidemment fichés. C'est malheureusement l'histoire de la Russie, depuis des dizaines d'années, voire plus longtemps. Parce que déjà, du temps du tsar, il y avait une police secrète. La police secrète en Suisse est devenue la Tchéka, puis c'est devenu le KGB, puis aujourd'hui c'est le FSB. Donc on voit bien qu'il y a dans cette tradition, dans ce grand pays, cet immense pays géographiquement parlant, qu'est la Russie, d'une police secrète et d'une mesure sévère vis-à-vis de tout contestataire. Même les sondages, Khodorkovsky, on l'entendra tout à l'heure, il dit les sondages, il ne faut pas se faire d'illusions. Le sondeur téléphonique qui appelle, il sait très bien, le FSB est toujours là, le FSB dit, voilà, on a appelé Madame Untel, elle a répondu ceci, même si le résultat est théoriquement anonyme, on sait très bien qui pense quoi. Et on voit bien, même les micro-trottoirs faits par des journalistes occidentaux, les gens sont très posés et mesurent chacune de leurs paroles. De façon à éviter effectivement de se retrouver pris au piège et se retrouver effectivement arrêté, voire interné, voire battu, voire torturé. On voit que l'Ukraine, mais aussi les oppositions, certaines oppositions armées, parviennent à mener des actions à l'intérieur du sol russe. C'est ce qui se passe à Belgorod en particulier, où les votes sont perturbés de manière très importante. Les
légions russes anti-Poutine ont pu pénétrer. Elles sèment du désordre. Poutine promet une forme de représailles, mais pour l'instant, c'est une réussite aussi militaire du point de vue de certains opposants. Alors, je dois reconnaître que ce qui est très très impressionnant de la part des Ukrainiens et des gens qui soutiennent effectivement la partie ukrainienne, je veux parler de l'armée pour une Russie libre, c'est le nombre d'actions qu'ils arrivent à mener. Est-ce que ces actions seront suffisantes pour faire arrêter Vladimir Poutine? Je pense que non. Je pense que ce qui est très intéressant de mon point de vue d'un plan tactique et logistique, c'est les attaques sur les raffineries menées effectivement par les drones ukrainiens, parce qu'effectivement là, ils frappent sur la raffinerie et donc ça a un impact logistique très puissant. Et c'est assez réussi, puisqu'ils vont frapper à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Et ça, je reconnais que c'est très fort. Comment expliquer cette façon russe de voir le pouvoir? Poutine tient sa maison d'une main de fer, on vient de le dire, mais à la périphérie, la frontière est relativement mal gardée, ou en tout cas, il n'y arrive pas. Ah, c'est pas qu'elle est mal gardée, mais c'est que vous avez déjà le front à tenir qui fait 1000 kilomètres environ. Vous avez toute la frontière qui est quand même assez vaste. Donc tous les villages ne sont pas gardés, tous les villages n'ont pas de la défense antiaérienne, toutes les raffineries ne sont pas défendues. Et je pense même que les Russes ne s'attendaient absolument pas à ce que leurs raffineries soient attaquées. Maintenant que la ville de Belgorod soit attaquée, ils s'y attendaient plus. D'ailleurs, je pense qu'ils ont demandé à évacuer un certain nombre de populations d'un certain nombre de villages, justement pour la préserver.